Je suis rentrée du salon pour fermer la fenêtre. Puis j'ai entendu mon prénom dans leur conversation. Je venais de poser ma tasse de tisane sur la table basse quand j'ai remarqué que la fenêtre du couloir battait doucement contre le cadre. Le vent d'octobre s'était levé, chargé d'humidité, et j'ai pensé qu'il valait mieux la refermer avant que les rideaux ne se tachent. La maison était pleine ce soir-là. Mes 2 fils, leurs femmes et les petits-enfants, tous venus pour le dîner d'anniversaire de Paul, mon mari. 75 ans. Un bel âge, comme on dit, même si je voyais bien qu'il s'épuisait vite ces derniers temps. Je me suis levée doucement, mes genoux grinçants comme le parquet sous mes pas. Dans le salon, les rires couvraient presque le cliquetis des verres. On parlait fort, on parlait vite, comme si tout le monde avait peur du silence. Moi, j'aimais bien le silence. C'est dans le silence qu'on entend les vérités. Je me suis avancée vers le couloir. La fenêtre était entrebâillée, laissant entrer une bouffée d'air froid. J'ai tiré la poignée, les bien verrouillés. Puis, en revenant vers le salon, j'ai entendu quelque chose. Pas un bruit fort, un murmure, un éclat de voix retenu, presque étouffé. Et puis, mon prénom. Marie. Je me suis arrêtée net. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Ce n'était pas le ton, c'était la manière dont il avait été prononcé. Pas avec affection. Pas comme on dit le prénom d'une mère. Plutôt comme un mot gênant, un obstacle. J'ai avancé de quelques pas, sans faire craquer le plancher. Les voix venaient soit de la cuisine. La porte était presque fermée, juste un filet de lumière qui passait dessous. Je me suis approchée. C'était la voix de Claire, ma belle-fille. Claire, la femme de mon fils aîné, Antoine. Toujours impeccable, même un dimanche, les ongles manucurés, le ton doux mais tranchant. Et la voix d'Antoine, un peu lasse, un peu coupable. « Tu sais bien que ça va être compliqué, » disait-elle. « On ne peut pas la laisser ici toute seule, mais... moi, je ne peux pas vivre avec elle. Je sais, Claire, je sais, mais on va trouver une solution. » Une solution ? Ce n'est pas une question de solution, Antoine. Ta mère ne comprend plus les limites. Elle s'impose partout, même ce soir, regarde. Elle a changé la disposition de la table. Elle veut toujours décider. Et cette histoire de maison, elle s'est tue un instant. Mon fils n'a rien répondu. J'ai senti une sorte de vide se creuser dans ma poitrine. « La maison ?» a-t-il murmuré. « Oui, la maison. Tu crois que c'est normal, à notre âge, de vivre encore dans la sienne ? Nous, on paie le crédit, on travaille, et elle garde tout ça comme si le temps s'était arrêté. C'est sa maison, Claire. Justement, a-t-elle répondu sèchement. Et tu penses qu'elle va faire quoi quand elle ne pourra plus monter les escaliers ? Tu veux que je la porte ? Un silence, puis un rire étouffé, nerveux. Je suis restée là, figée, incapable d'avancer ou de reculer. La maison, cette maison que Paul et moi avions bâtie pierre après pierre, entre 2 salaires, avec nos mains, nos étés sans vacances, nos hivers sans chauffage au salon. Et voilà que ma belle-fille la désignait comme un poids, un problème à régler. Je n'entendais plus très bien, le sang me bourdonnait aux oreilles. Mais j'ai perçu encore une phrase, juste avant que le bruit des pas ne se rapproche. « Antoine, il faut qu'elle parte. C'est le moment. Avant que tout ça ne devienne un drame. Le moment. Comme si ma vie, ma présence, mon existence même pouvaient être planifiées, déplacées au bon moment, comme un meuble qu'on range au grenier. » J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. La poignée de la fenêtre du couloir encore humide sous mes doigts. J'ai repris ma respiration, me suis redressée et suis retournée dans le salon comme si de rien n'était. Ils étaient tous là, riant autour du gâteau, les bougies déjà allumées. Paul m'a souri, fatigué, mais heureux. « Marie, viens, on t'attend ?» J'ai souri, bien sûr.
Les vieilles femmes savent sourire, même quand elles s'effondrent à l'intérieur. Je me suis assise entre mes petits-enfants. J'ai applaudi quand Paul a soufflé les bougies. Et quand il a pris ma main, j'ai senti ses doigts trembler. Peut-être avait-il compris, lui aussi, qu'un vent nouveau soufflait dans cette maison. Pas celui d'octobre, non, un autre, plus froid, plus cruel. Après le dîner, j'ai tout rangé comme d'habitude. Les assiettes, les verres, les restes. Claire et Antoine étaient déjà partis aider les enfants à enfiler leurs manteaux. Je me suis retrouvée seule dans la cuisine, face à l'évier. La lumière du plafonnier vacillait un peu. Et soudain, j'ai entendu à nouveau « Tu n'as rien à faire ici, maman ». Ce n'était pas une phrase prononcée à haute voix, non. C'était celle que j'avais entendue dans le murmure de Claire, dans le silence de mon fils. Alors, j'ai ouvert le tiroir du buffet. J'y ai pris un dossier bleu, usé, que j'avais préparé il y a longtemps. Une précaution que Paul et moi avions prise, sans rien dire à personne. Leur solution, je la connaissais déjà. Mais ils ignoraient encore la mienne. Et c'est là, dans le reflet du carreau, que j'ai compris que la vraie tempête n'était pas dehors. Elle venait de commencer, ici, entre ces murs. Je n'avais encore rien dit, mais la guerre était déclarée. Le lendemain matin, la maison avait un goût d'après-fête. Les ballons flottaient encore près du plafond, un peu dégonflés, et le parfum du gâteau au rhum planait dans la cuisine. J'ai préparé le café comme chaque jour, dans la vieille cafetière italienne, celle qui crache avant de chanter. Paul lisait le journal, les lunettes glissées au bout du nez. Il n'a pas levé les yeux quand il a murmuré « Tu as entendu hier soir, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai regardé le café couler, lentement, goutte après goutte, comme si le silence pouvait se dissoudre dans l'arôme brûlant. Puis j'ai dit simplement « Oui, j'ai entendu. » Il a refermé le journal avec un soupir. « Antoine ne pense pas ce qu'elle dit. Tu sais comment était Claire. » « Ce n'est pas Claire que j'ai entendu, Paul. C'est notre fils. » Son silence, c'était pire que ses mots. Je me suis assise, face à lui. Ses yeux, fatigués, cherchèrent les miens. Mais je savais qu'il n'avait plus la force de se battre. Depuis quelques mois déjà, il s'effaçait peu à peu, comme un vieux dessin sous le soleil. « Tu veux leur dire ?» a-t-il demandé. « Non, pas encore. » Le dossier bleu était caché dans le buffet, sous les nappes. Rien d'extraordinaire. Des papiers de notaire, une clause discrète ajoutée au testament. Une idée que j'avais eue après la mort de ma sœur. Elle aussi avait été poussée hors de chez elle par les siens, comme un meuble encombrant. Je m'étais juré de ne jamais subir la même humiliation. La semaine a passé, Antoine m'a appelé 2 fois, d'une voix pressée, pour me demander si tout allait bien. « Oui, mon grand, tout va bien. »« Tu es sûr ? Claire disait que tu semblais fatigué. »« Fatigué, oui, mais pas malade. Je savais qu'il commençait à préparer le terrain. C'est ainsi qu'on dit, n'est-ce pas ? Préparer le terrain, avant de déplacer la vieille dame, avant de vendre la maison, avant de ranger la mémoire dans un tiroir. » Le dimanche suivant, ils sont revenus. Claire portait une robe beige impeccable, les enfants couraient dans le jardin. Et Antoine avait ce sourire nerveux qui annonce les mauvaises nouvelles. Paul dormait dans le fauteuil, la couverture sur les genoux. « Maman, on voulait te parler, » a-t-il dit. Je me suis assise, les mains croisées sur la table. Claire s'est placée à côté de lui, comme un avocat à côté de son client. « Tu sais que la maison devient difficile à entretenir pour vous deux. Et avec l'hiver qui arrive... » « Oui, j'ai bien remarqué, » ai-je dit calmement. « Alors, on a réfléchi à une solution, » a-t-elle poursuivi. « Il y a une belle résidence à Vaux-sur-Seine. Pas un foyer, non. Un vrai appartement, très lumineux.
avec des services, des repas, des activités. Elle souriait, comme si elle me vendait un voyage. Je l'ai regardée longuement, sans répondre. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. « Et la maison ?» ai-je fini par demander. « Eh bien, Antoine et moi pourrions la reprendre. Pour l'entretenir, la garder dans la famille. On la rénoverait, bien sûr, pour les enfants. » Je me suis levée sans un mot, suis allée vers l'évier et lavé une tasse déjà propre. L'eau chaude brûlait mes doigts, mais c'était mieux que d'écouter. Puis j'ai dit doucement « Dans la famille, dis-tu » Antoine a rougi. « Oui, maman, dans la famille. Tu sais que tu pourrais venir quand tu veux. » Je me suis retournée. « Et toi, Antoine, quand tu as eu la varicelle, qui t'a veillé la nuit? Quand tu as failli rater ton bac, qui t'a fait réciter jusque tard? Quand Claire est partie 3 semaines après la naissance de Lucie, qui t'a aidé? » Personne ne répondait. Les enfants, dans le jardin, riaient encore, insouciants. J'aurais voulu que ce son me console. Mais il me faisait mal, parce que je savais déjà, bientôt ces rires ne résonneraient plus ici. « Je ne suis pas un fardeau, » ai-je ajouté. « Pas encore. » Claire a pris une inspiration trop longue. « Personne n'a dit ça, Marie. C'est juste que... il faut penser à l'avenir. » L'avenir. Toujours ce mot-là. Comme si le mien n'existait plus. Ils sont partis en fin d'après-midi, après un silence lourd et des embrassades mécaniques. Paul n'a rien dit. Il m'a juste serré un peu plus fort, en murmurant « Laisse-les faire, Marie. On ne changera pas le cœur des jeunes. » Mais moi, je savais que quelque chose avait changé en moi. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier bleu. J'ai relu chaque page, chaque signature. Tout était prêt. Seulement, je ne voulais pas agir dans la colère. Pas encore. 3 jours plus tard, Paul est tombé dans le jardin. « Une simple chute », disait le médecin. Mais il ne s'est jamais vraiment relevé. À l'hôpital, ils m'ont demandé de signer des papiers. J'ai signé. Je connaissais déjà l'écriture de la fin. Quand il est parti, un matin de novembre, il m'a pris la main et a murmuré « Promets-moi de ne pas te laisser faire. Promets-le-moi. J'ai promis. » Et cette promesse, je la sentais maintenant brûler dans ma poitrine, comme un charbon vivant. Le jour de l'enterrement, tout le monde était là. Claire, élégante dans son manteau noir, un foulard perle autour du cou. Antoine, raide, les yeux rouges mais secs. Quand tout fut terminé, elle est venue vers moi, sa voix basse, presque tendre. « Tu sais, Marie, si tu veux, on peut commencer à préparer ton dossier pour Vaux-sur-Seine. Tu seras bien là-bas. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement levé les yeux vers le ciel gris. Paul venait à peine de partir, et déjà, il me déplaçait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'avant de mourir, il avait ajouté un mot au dossier bleu. Une lettre, scellée, et adressée à moi seule. Ce soir-là, en rentrant seule dans la maison vide, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase, écrite de sa main tremblante. « Si un jour il te chasse d'ici, montre-leur qui en est vraiment le maître. » Je l'ai relue 3 fois, et j'ai compris. La partie venait de changer. Les jours qui ont suivi l'enterrement de Paul ont eu une texture étrange. Tout semblait ralenti. La lumière, le bruit, même ma respiration. Je passais mes matinées à trier ses affaires, doucement, pièce par pièce, comme si je démontais ma propre vie. Sur la table du salon, j'avais posé le dossier bleu. Parfois, je le caressais du bout des doigts, comme on touche un talisman. Antoine venait de temps en temps, toujours pressé, toujours un peu gêné. Il apportait du pain, de quoi remplir le frigo. Mais son regard glissait sur moi sans s'arrêter. Claire, elle, ne venait plus. Elle envoyait des messages, des phrases polies, administratives. « On avance sur les papiers » ou « Je peux passer pour t'aider avec les factures »
Un soir, elle est arrivée sans prévenir. Je rangeais des photos dans un album, assise au salon. Elle a frappé, puis est entrée, sans attendre de réponse. « Je ne voulais pas te déranger, Marie, mais il faut qu'on parle. » Elle portait une veste claire et une odeur de parfum froid. Je l'ai invitée à s'asseoir. Elle n'a pas ôté son manteau. « On a pris rendez-vous avec le notaire !» a-t-elle dit d'un ton neutre. « Il faut régler la succession de Paul, et aussi voir pour la maison, pour les papiers d'assurance. » J'ai hoché la tête. « Très bien. Quand ? » ?»« Lundi matin, 10h. » Elle a pris un air soulagé, croyant sans doute que j'allais me laisser porter, docile, vers leur solution. Mais pendant qu'elle parlait, mon regard s'est posé sur le tiroir du buffet, celui où dormait encore la clé. La clé de la petite boîte en fer, cachée dans le grenier, sous les draps d'hiver. Paul l'avait appelée « la clé de notre dignité ». C'est lui qui avait insisté pour tout mettre par écrit, après la mort de sa sœur, une clause qu'il avait exigée du notaire, malgré les regards sceptiques d'Antoine. Quand Claire est partie, j'ai ouvert le tiroir. J'ai pris la clé, froide et lourde, et je suis montée lentement les marches vers le grenier. Là-haut, la lumière tombait, en oblique, fine, poussiéreuse. J'ai trouvé la boîte, l'ai ouverte. Dedans, le document scellé du notaire, les papiers de propriété, et cette lettre de Paul que je connaissais par cœur. Je l'ai lue encore une fois, puis j'ai murmuré « Très bien, mon amour. On va leur montrer. » Le lundi, j'étais prête avant eux. Antoine est venu me chercher en voiture. Il évitait mon regard, jouait avec sa ceinture de sécurité. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» a-t-il demandé. « Bien sûr. C'est important, non ?» Le notaire nous a reçus dans son grand bureau clair, tout en bois blond et dossiers empilés. Claire s'est installée d'un côté, moi de l'autre, Antoine entre nous, mal à l'aise. Le notaire, un homme à lunettes rondes, a feuilleté les documents. « Madame Durand, nous allons d'abord procéder à la lecture du testament de votre mari. » Il a lu les premières lignes, les formalités, les remerciements, les legs symboliques. Puis il a marqué une pause. Il existe un avenant au document principal, daté de l'année dernière, signé de la main de feu Monsieur Durand et enregistré chez moi. Claire a levé la tête, intriguée. Le notaire a poursuivi. Cet avenant concerne la maison familiale. Un frisson a traversé la pièce. Selon les termes ajoutés par Monsieur Durand, la propriété n'est pas léguée à ses enfants, ni à ses héritiers directs, mais à Madame Durand seule, pour usage et disposition libre et entière, sans réserve ni usufruit. Et, à sa mort, elle reviendra à la Fondation Saint-André pour la création d'une maison d'accueil pour personnes âgées, isolées. Un silence absolu a suivi. J'entendais presque le tic-tac de l'horloge derrière moi. Claire a blêmi. « Attendez, quoi ? Vous voulez dire que la maison ne reviendra pas à la famille ?» Le notaire a hoché la tête. « Exactement. La maison appartiendra exclusivement à Madame Durand de son vivant. Et au moment de son décès, elle passera à la fondation. » Antoine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Mais papa ne m'a jamais parlé de ça. » J'ai souri doucement. « Il voulait te protéger, Antoine, de la honte. » Claire a secoué la tête, furieuse. « C'est absurde. Vous avez sûrement manipulé Paul. À son âge, il ne... » « Claire, ai-je coupé calmement. Paul savait très bien ce qu'il faisait. Et moi aussi. Je me suis levée. Il a voulu que cette maison reste un lieu de vie, pas une source de querelle. Il m'a confié le devoir de veiller à sa mémoire, pas de vendre ses murs pour financer vos projets. » Antoine s'est levé à son tour, les yeux humides. « Maman, tu aurais pu me le dire. Et toi, tu aurais pu me défendre. » Le notaire a refermé son dossier. La séance était terminée. Claire s'est levée brusquement, rassemblant son sac, furieuse.
Tu crois que c'est fini, Marie? Tu crois que tu as gagné? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, Claire. Je crois simplement que j'ai retrouvé ma place. De retour à la maison, je me suis assise dans le salon. La lumière du soir entrait par les rideaux, dorée et douce. Je me suis sentie légère, pour la première fois depuis longtemps. Mais cette paix n'a duré qu'un instant. Vers 19h, on a frappé à la porte. C'était Antoine, seul. Il est resté sur le seuil, les mains dans les poches. « Je suis désolée, maman. J'ai été lâche. J'ai laissé Claire parler à ma place. »« Je sais. » Il a baissé les yeux, puis a sorti une enveloppe. « Tiens. C'est la clé du cabanon du jardin. J'ai retrouvé un carton à l'intérieur, avec des papiers de papa. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Il m'a tendu l'enveloppe. Dedans, une photo. Paul, jeune, dans le jardin, tenant un petit garçon dans ses bras. Antoine. Derrière, une note écrite au stylo. À celui qui comprendra trop tard, mais aimera toujours. Antoine a éclaté en sanglots. Je l'ai pris contre moi, comme quand il était petit. Ce n'est pas trop tard, mon fils. Ce n'est jamais trop tard, quand on ose dire la vérité. Mais, en le serrant ainsi, j'ai compris que la vraie bataille ne se gagnait pas devant un notaire. Elle se gagnait ici, dans le pardon. Pourtant, à travers la fenêtre, j'ai vu Claire dans la voiture, garée un peu plus loin, le regard dur, fixé sur la maison. Elle ne supportait pas d'avoir perdu. Et je savais que cette histoire, pour elle, n'était pas terminée. Mais moi, j'étais prête. Parce qu'une femme qu'on croit faible devient invincible quand elle n'a plus peur de tout perdre. Les semaines suivantes ont passé comme un long hiver sans neige. Tout était calme, trop calme. La maison avait retrouvé son souffle. Un silence presque vivant, habité par la mémoire de Paul. Je me levais tôt, j'ouvrais les volets, j'arrosais les géraniums qu'il aimait tant. Je parlais toute seule, parfois, pour remplir l'air. Et chaque soir, avant de me coucher, je posais la main sur le dossier bleu, comme pour lui dire « Nous avons tenu bon, mon amour ». Antoine venait régulièrement. Il apportait des fruits, des journaux, parfois les enfants. Lucie dessinait à la table du salon. Thomas jouait avec la vieille boîte à outils de son grand-père. Claire, elle, ne mettait plus les pieds ici. Et c'était très bien ainsi. Un après-midi, pourtant, j'ai reçu une lettre à son nom. Une enveloppe beige, sans timbre, déposée directement dans la boîte. L'écriture était nette, raide. Je l'ai ouverte sans hâte. Marie, je ne cherche pas à me justifier, mais sache que je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai grandi dans une famille où l'on n'avait rien, et tout ce que j'ai dû le conquérir. J'ai voulu protéger les miens, même mal. Si j'ai été dure, c'est parce que je ne comprenais pas ce que tu représentais pour eux. Claire. Je suis restée longtemps à relire cette lettre. Elle ne s'excusait pas vraiment. Mais entre les lignes, je lisais une fissure. Et une fissure, chez quelqu'un comme elle, c'était déjà une promesse. Le dimanche suivant, à la surprise générale, elle est venue avec Antoine et les enfants. J'étais dans le jardin, en train de ramasser les feuilles mortes. Lucie a couru vers moi, les bras tendus. « Mamie, regarde, j'ai fait un dessin pour toi. » C'était une maison, avec un grand soleil au-dessus, et 3 petits cœurs. Au centre, une vieille dame aux cheveux blancs. Moi. J'ai senti mes yeux se brouiller. Puis j'ai vu Claire, debout près de la voiture. Elle semblait hésiter à s'approcher. Je me suis avancée, doucement. Elle a baissé la tête. « Je suis venue pour qu'on parle », a-t-elle murmuré. Nous sommes entrés dans la maison. J'ai servi du thé. Elle regardait autour d'elle comme si elle redécouvrait les murs, les photos, les bibelots. « C'est étrange », a-t-elle dit.
On ne se rend pas compte de ce que contient une maison avant d'essayer d'en prendre la place. Je n'ai rien répondu. Elle a continué. Antoine m'a raconté ce que Paul avait fait. J'ai eu honte. Il ne voulait pas te punir, Claire. Il voulait me protéger et protéger la paix. Oui, mais cette maison, maintenant, elle me rappellera toujours ce que j'ai perdu. Je l'ai regardée. Tu n'as rien perdu, Claire. Tu as juste oublié que tout ne s'achète pas. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Tu crois qu'un jour tu pourras me pardonner? J'ai souri doucement. Ce jour-là, il a commencé quand tu as franchi le portail. Au printemps, j'ai organisé un grand déjeuner dans le jardin. Toute la famille, cette fois. La table sous le cerisier, nappée de blanc, les assiettes dépareillées comme autrefois. Lucie aidait à placer les couverts, Thomas courait après un papillon, et Antoine préparait le barbecue, concentré comme son père l'était à son âge. Claire est arrivée avec un bouquet de pivoines roses. Elle me les a tendus, un peu maladroitement. « Paul les aimait », a-t-elle dit. « Oui, et moi aussi. Merci. » Le repas a été simple, mais vrai. Des rires, des souvenirs, des verres levés à la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Et quand le soleil a commencé à descendre, j'ai senti ce mélange rare de fatigue et de paix qui ressemble à la gratitude. À un moment, Antoine s'est approché de moi, un peu gêné. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. »« Quoi donc ? » ?»« On aimerait... Enfin, si tu veux bien, venir passer quelques jours ici, cet été, avec les enfants. » « Bien sûr, Antoine. Cette maison a toujours été ouverte à ceux qui l'aiment. » Il m'a serré dans ses bras, longuement. Et j'ai senti, pour la première fois depuis des mois, que mon cœur se dénouait. Les jours ont recommencé à se ressembler, mais différemment. Je ne vivais plus dans la peur d'être effacée. Je vivais dans la certitude d'avoir laissé une trace. Le projet avec la fondation avançait. Ils avaient déjà visité la maison, pris des mesures, parlé de transformer la grange en petite salle commune. Un jour, peut-être, d'autres femmes âgées s'assieraient ici, là où je m'assieds maintenant, et elles boiraient leur café en riant. Je trouvais cette idée belle. Un soir d'avril, j'ai ressorti la lettre de Paul. Je l'ai relue à voix haute, pour lui répondre enfin. « Tu vois, mon amour, je leur ai montré. Mais surtout, je me suis montré à moi-même. J'ai rangé la lettre dans un cadre, sur la cheminée. Et en fermant les volets, j'ai aperçu, dans le jardin, Antoine et les enfants qui riaient sous les cerisiers en fleurs. Claire les regardait, silencieuse, un sourire timide aux lèvres. Le vent a soufflé dans les branches. Les pétales ont tournoyé, comme une pluie de lumière. Et j'ai senti la voix de Paul dans ce souffle. Pas des mots, juste une paix. Je me suis assise, seule un moment, pour regarder le ciel devenir rose. J'ai pensé à toutes ces années, à la peur, à l'amour, à la dignité. Et j'ai compris qu'on ne perd jamais vraiment sa place quand on la garde dans le cœur des autres. Avant d'éteindre la lumière, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. « Le respect ne s'hérite pas. Il se mérite, chaque jour, même dans le silence. » Puis, j'ai refermé le carnet. Et dans la maison apaisée, j'ai murmuré. « Bonne nuit, Paul. J'ai tenu ma promesse. » La fenêtre était restée entr'ouverte. Le vent d'avril est entré, doux, presque reconnaissant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans peur.